Merci. Voilà, donc c'est parti. Alors, mince. Ah oui, par contre, diapo suivante, oui, du coup, je ne maîtrise pas le passage des diapos. Alors, première diapo. Quand on vous dit biodiversité, donc, à quoi pensez-vous? Diapo suivante. Alors, vous pensez aux ours, aux baleines, aux corails, à l'iris, au pan du jour, c'est-à-dire en fait à toutes les espèces d'animaux et de plantes de la planète. Alors oui, la biodiversité, c'est bien souvent, on commence par la définir, la mesurer à travers le nombre d'espèces vivantes. Mais en fait, bon, c'est effectivement ça, mais c'est un peu plus que cela. Diapo suivante. Déjà, la biodiversité n'existe pas seulement dans les forêts tropicales, au fond des océans et loin de nous, mais elle est aussi à notre porte. Le nombre d'espèces sur Terre est très important. En fait, on estime, enfin, on en a recensé environ 1,8 million d'espèces. On estime qu'il y en aurait plus de 10 millions. Donc, en fait, on ne connaît que la partie émergée de l'iceberg. On n'en connaît qu'une petite partie. Et en fait, ce qu'on connaît le mieux, évidemment, ce sont les grosses bêtes. C'est plutôt les mammifères, les amphibiens, les oiseaux, les reptiles. On connaît encore très mal les plantes, les champignons. Les insectes, rien que, dans ce groupe, on compte plus d'un million d'espèces, 300 000 espèces de plantes, 100 000 espèces de champignons. Donc finalement, paradoxalement, les espèces les moins bien connues sont aussi les plus nombreuses. Donc là, il y a encore un gros travail d'inventaire. Diapo suivante. Donc la biodiversité est aussi à notre porte, dans nos jardins, dans nos villes, jusque dans nos intestins, avec la flore intestinale. Elle est présente, la vie est présente partout, souvent invisible et souvent méconnue. Diapo suivante. Ah, d'accord. Donc sur la diapositive, vous avez l'oplie azurée en haut à droite, une vipère aspic, un castor, très discret, qu'on pourrait confondre avec le ragondin, mais là c'est bien le castor. Une mousse, dont j'ignore le nom, un bryophyte. Il y a énormément d'espèces de bryophytes, donc difficile de savoir, de vous dire comme ça, d'après la photo, ce que c'est. Un lombric, le lombric terrestre, espèce très répandue, mais qui joue un rôle essentiel dans nos sols, en fait, dans la richesse de nos sols. Et puis une fourmi, donc je ne connais pas l'espèce. Oui, je peux continuer. Donc la biodiversité, c'est aussi, c'est pas seulement le nombre d'espèces, comme je vous disais tout à l'heure, c'est aussi le nombre d'écosystèmes, d'habitats, en fait, parce que toutes ces espèces ont des relations entre elles. Elles tissent des relations étroites, que ce soit prédation, parasitisme, symbiose. Il existe de multiples formes de relations entre les espèces. Et la diversité des habitats donc, fait partie aussi de toute cette biodiversité. Les écosystèmes formant un véritable tissu vivant sur Terre. Et l'image du tissu est intéressante parce qu'on peut comparer en fait chaque fil de tissu à une espèce. Si on enlève un fil d'un tissu, évidemment, il se désagrège. Et bien, dans le cas de la diversité biologique, c'est un peu la même chose. Diapo suivante. Merci. Il faut le temps que ça... Bon, ça rame un petit peu. Mais ça vient. Ça a changé, donc c'est le temps de votre ordinateur. Bon, désolée.
On a l'écran, on a la diapositive que je viens de présenter, et il manque la suivante. Non, vous la voyez pas. Non. C'est le réseau qui n'est pas assez fort pour supporter tout ça. Alors pour les participants, désolé, hein, c'est que le réseau est un peu chafouin, donc c'est vrai qu'on a des problèmes techniques qui font que ça n'avance pas beaucoup. Voilà, un peu de patience. Merci beaucoup. Ça sera peut-être plus fluide directement de vos ordinateurs. Enfin, le partage d'écran n'est pas possible sur aucun des ordinateurs. Donc, la diversité biologique repose aussi sur la diversité au sein de chaque espèce. Chez l'être humain, évidemment, chez nous, c'est très simple. Chacun d'entre nous est unique et cela repose sur la diversité génétique. Mais c'est vrai pour toutes les espèces, hein. Même chez le renard, par exemple, on a l'impression que tous les individus sont identiques, mais pas du tout. En fait, chacun a son propre, sa propre génétique. C'est facile à voir chez la coccinelle asiatique aussi, par exemple, qui elle, a des couleurs, des variations de couleurs qui peuvent être importantes. Donc là, on voit facilement. Chez les variétés cultivées, chez les races domestiques, là aussi, la diversité génétique apparaît très bien au sein même d'une espèce. Suivant. Donc la biodiversité, vous le voyez, se décline à différentes échelles. Ce n'est pas seulement la diversité des espèces vivantes, mais c'est aussi la diversité des milieux, des habitats, et c'est aussi au sein de chaque espèce la diversité génétique des individus qui la composent, qui composent les populations. C'est aussi la diversité des relations, des stratégies, des modes de vie des êtres vivants, et puis de leur stratégie de prédation. Par exemple, chez les araignées, il y a de multiples façons pour elles de capturer leur proie. Donc, ben voilà, tout ça, ça fait partie aussi de la diversité du vivant. Voilà. Donc, diapo suivante. Alors, c'est sur cette diversité que nos vies reposent, d'une certaine façon, que ce soit pour notre alimentation, évidemment, la diversité de notre alimentation, la qualité des sols qui reposent sur la vie de tout un tas d'êtres vivants de petite taille qui agissent dans l'ombre et de manière totalement gratuite. L'air que nous respirons est riche en oxygène grâce aux plantes. L'eau est épurée grâce à des microalgues, des bactéries, donc à toute une diversité d'espèces aussi. Nos matières premières, si on pense ne serait-ce qu'au bois, la diversité des essences forestières permet d'avoir des bois de propriétés différentes qui auront des usages très variés. Donc, tout ça, ce sont des exemples des services gratuits rendus par cette diversité du vivant. Et puis, un service dont on parle peu, qui est simplement le fait que c'est une source d'inspiration pour la culture, les arts, et jusque dans les publicités où on retrouve parfois des symboles d'animaux ou de plantes. Donc voilà, la biodiversité est partout dans nos vies. Et pourtant, actuellement, on mesure une érosion, un effondrement de cette diversité.
Alors, comment est-ce qu'on la mesure? Déjà, ce sont plusieurs scientifiques qui donc rassemblent leurs observations au sein de l'IPBES. Alors, l'IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services. Et en fait, l'IPBES, c'est l'équivalent du GIEC, qui est bien connu maintenant, sur le changement climatique. Donc, les scientifiques ont constaté un ensemble de signaux qui sont alarmants, que ce soit au niveau du nombre d'espèces qui déclinent. Par exemple, en France, 40% des espèces d'amphibiens sont menacées de disparition, ou que ce soit au niveau des habitats, comme les zones humides, dont la surface de zones humides en France a diminué de moitié, a été divisée par 2 entre 1960 et 1990. Donc, voilà quelques exemples en France. Dans notre région aussi, on peut avoir des exemples plus précis. Dans le Loiret, par exemple, depuis le XVIIIe siècle, une espèce sur 6 a disparu. On a 20% des espèces qui ont disparu. Alors, en fait, il y a des espèces qui ont disparu, il y a des espèces qui ont été retrouvées, hein. Donc, mais c'est le nombre d'espèces en fait, qui a baissé de 20%. Donc, voilà, ces signaux, on les observe aussi bien donc à l'échelle mondiale qu'à une échelle locale. Diapositive suivante. À tel point que certains chercheurs parlent de 6e phase d'extinction massive de la vie. Alors en fait, ça c'est issu c'est un groupe de chercheurs américains en fait qui ont travaillé sur l'observation des fossiles et sur le rythme, enfin, sur la vitesse de disparition des espèces à travers l'observation des couches géologiques. Donc, ce qui leur a permis de travailler sur des millions d'années, en fait. Et ils ont également comparé avec le rythme de disparition des espèces contemporains, actuels. Et ils ont constaté, alors ils ont pu avoir qu'un ordre de grandeur, hein, parce qu'évidemment, c'est pas facile de raccrocher la connaissance qu'on a du vivant à la connaissance qu'on peut avoir à partir des fossiles. Mais ils ont pu estimer qu'on avait un rythme de disparition actuel qui était 100 à 1000 fois supérieur au rythme de disparition des 10 millions d'années qui précèdent. Donc, une accélération en fait, de la disparition des espèces. Diapositive suivante. Mais bon, petite note quand même d'espoir. Il est encore temps d'agir et surtout, on sait comment faire. On voit que par des programmes nationaux d'action, par des actions spécifiques, on peut arriver à favoriser le retour de certaines espèces. En région centre, par exemple, on a le balbuzard, on a la loutre, le castor, bon, je parle là d'espèces emblématiques, hein, que tous ceux qui fréquentent un petit peu la Loire, par exemple, ont eu l'occasion de croiser. Mais on sait aussi comment restaurer des habitats. Depuis des années, les agences de l'eau financent des travaux pour la restauration des cours d'eau. Et on voit certains cours d'eau s'améliorer considérablement, aussi bien au niveau de la qualité de l'eau et des efforts qui sont faits en termes d'assainissement, qu'au niveau de leur morphologie et au niveau des habitats qui sont de ce fait créés. Donc, on sait comment faire. Et donc, oui, il est encore temps d'agir. Diapositive suivante. Alors, une des premières choses pour agir, c'est déjà de connaître les causes de cet effondrement de la biodiversité. Et une des causes qui est la plus communément considérée comme la principale, c'est la destruction directe, déjà. Alors, de la destruction directe des espèces par la chasse, par le braconnage, par une surexploitation des ressources, hein, qui est une cause importante. Et puis, la destruction directe des milieux naturels, des habitats, qui va entraîner de fait aussi une disparition d'espèces. Donc, destruction des habitats pour des constructions, pour des aménagements, pour l'artificialisation des sols. Alors, cette destruction d'habitat, elle peut aussi avoir des effets, même sur des très petites surfaces, mais des surfaces stratégiques, on va dire, sur des linéaires ou des barrages sur des cours d'eau. Les aménagements peuvent aussi avoir un effet sur la circulation des espèces et sur le fonctionnement des milieux. Et c'est ce qu'on appelle donc la fragmentation des territoires. Donc ça, c'est aussi une cause d'érosion de la biodiversité. Et puis, bien sûr, on connaît les pollutions, évidemment, de l'air, de l'eau, des sols. Et plus récemment, on a pris conscience de deux causes importantes qui sont évidemment le changement climatique, qui va certainement avoir un impact croissant sur les espèces, et le développement d'espèces exotiques envahissantes, le fait que voilà, certaines espèces, ça va évidemment
des insectes jusqu'aux virus, enfin voilà, les plantes, enfin dans tous les domaines, on observe des espèces qui se baladent un petit peu d'un continent à l'autre et qui perturbent, en arrivant dans des écosystèmes nouveaux, elles perturbent complètement le fonctionnement des écosystèmes dans lesquels elles arrivent. Donc c'est important de connaître les causes d'impact pour savoir comment restaurer les milieux et comment préserver aussi les connexions entre les milieux naturels pour assurer leur préservation et la préservation des espèces qui y vivent. Donc tout ça, diapo suivante, merci. Tout ça, ça passe par une meilleure connaissance. Évidemment, c'est important de savoir où sont les réservoirs biologiques, où sont les écosystèmes les plus menacés sur un territoire, et puis d'identifier aussi ce qu'on appelle la trame verte et bleue, c'est-à-dire les corridors de passage, que ce soit par des écosystèmes aquatiques ou des écosystèmes terrestres. D'où ces termes dont vous entendrez, dont on entend de plus en plus parler, qui sont donc la trame verte et bleue, et puis les inventaires de biodiversité communale, les atlas de biodiversité communale. Donc à l'échelle des communes, on peut agir, tout le monde peut agir, tous les citoyens aussi peuvent participer, via notamment les sciences participatives, à cet apport de connaissances, de manière à mieux savoir déjà ce qu'on a sur nos territoires, et puis comment ensuite préserver ce tissu vivant. Voilà, et pour conclure, je vous propose 2 petits films voilà, qu'on va essayer de lancer, si techniquement on y arrive. Voilà, pour conclure cette présentation, cette introduction qui sera illustrée, ensuite, qui va être illustrée donc, par Mathilde et Aurélien de manière plus ciblée sur notre région. Merci pour votre attention. Et à tout à l'heure donc pour des questions et des échanges. Oui, juste un petit mot. C'est 2 petites vidéos très courtes, de 2 minutes environ. Une pour illustrer les services gratuits rendus par la biodiversité au niveau des sols. Et puis une petite vidéo un peu de conclusion plus générale sur la préservation de la biodiversité. Je ne sais pas si moi, je l'entends. Si vous voulez activer votre son pour vérifier. Merci pour cette intervention. Du coup, on va passer à l'intervention suivante, qui est l'intervention de Mathilde Baude. Donc, je vous laisse déjà réactiver votre micro et puis on va remettre votre diaporama. Ouais. Voilà. Alors bonjour, oui, je suis Mathilde Baude. Je vais illustrer un petit peu cette introduction sur la biodiversité autour des insectes pollinisateurs, qui est donc la thématique sur laquelle je travaille en tant qu'enseignante-chercheuse à l'Université d'Orléans.
J'enseigne l'écologie et je fais donc ma recherche au LBLGC, un laboratoire sur le campus avec donc une équipe en écologie, entomologie. J'attends juste le support de ma présentation pour démarrer. Du coup, on va la celle d'après directement. Alors, donc quand on parle d'insectes pollinisateurs, on pense souvent en premier lieu à l'abeille domestique, hein, qui est l'abeille domestiquée par l'homme pour l'apiculture, pour la pollinisation des cultures aussi. Et donc, cette abeille, en fait, on a bien une reine, des ouvrières, des mâles, etc., qui vivent en colonie. On a des individus qui vivent en colonie. Et donc, cette abeille domestique, tous ces individus font partie d'une seule et même espèce qui est Apis mellifera. Et donc, je vais vous montrer, donc, diapo suivante, au travers de suivis qu'on a réalisés en région centre, que la diversité des abeilles recouvre un bien plus grand nombre d'espèces. Donc, je vais m'appuyer sur des suivis qu'on a réalisés en bord de Loire sur 3 villes, donc à Orléans, à Blois et à Tours, dans le cadre d'un projet régional avec des collègues donc, de l'Université d'Orléans, de l'Université de Tours, de l'INRA, avec des partenaires associatifs. Donc, diapo suivante. Alors, voilà, sur nos relevés qu'on a réalisés sur 2 années successives en bord de Loire, on a en fait recensé 157 espèces d'abeilles. Alors, vous avez ici une représentation un peu scientifique de cette diversité, où chaque trait, c'est tout petit, mais représente une espèce. Et en fait, vous avez les barres violettes, les histogrammes, qui représentent l'abondance, l'effectif de chacune de ces espèces. Donc, on va bien retrouver Apis mellifera, l'abeille domestique, qui en fait représentait seulement 5% de notre effectif total. Puis après, on va trouver des bourdons et d'autres espèces, là, l'Asioglossum, Alectus, que je vais vous présenter tout de suite après. Suivant. Alors, les bourdons, tout d'abord, qu'on qualifie, qu'on intègre dans ce qu'on appelle les abeilles au sens large, les abeilles sauvages. Donc, on a retrouvé 12 espèces de bourdons qui représentaient quand même, en termes d'effectifs, 12% des individus collectés. Alors, dans les espèces, vous reconnaissez peut-être le Bombus pascorum, le Bombus terrestris au milieu, Lapidarius avec le bout de l'abdomen rouge. Et donc, on considère les bourdons comme des abeilles parce qu'ils font partie de la grande famille des apoïdes et sont sauvages puisqu'ils vont nidifier à l'état sauvage dans les sols, dans d'anciennes cavités ou dans d'anciens terriers. Diapo suivante. On va ensuite avoir en grande partie dans nos échantillonnages, on a retrouvé énormément de l'Asioglossum, 32 espèces différentes. Ce sont ces toutes petites espèces, toutes petites abeilles noires, plus ou moins rayées, avec de longues antennes vraiment toutes petites, qui représentaient près de la moitié de nos individus. Et là encore, ce sont des abeilles sauvages qui nidifient dans les sols, dans des sols souvent un petit peu sableux, qui sont plus ou moins solitaires dans le sens où chaque femelle va aller pondre 1 ou 2 œufs qui deviendront des larves et des individus à la génération suivante. Après, on va avoir quand même souvent des femelles qui nidifient un peu au même endroit sous forme de bourgades. Donc voilà. Donc ça, ce sont les Lasioglossum. Donc c'est vraiment l'espèce finalement d'abeilles majoritaire qu'on a retrouvée en région centre. Diapo suivante. Et puis, alors un petit peu moins fréquente dans nos échantillons, on a aussi retrouvé ce qu'on appelle les osmies ou des mégachilles. Alors les osmies, vous les connaissez sûrement, ce sont ces espèces, ce sont ces abeilles qui émergent les premières au printemps et qui pollinisent en fait les vergers de pommes, de poires, et qui elles nidifient dans des tiges creuses et qu'on va retrouver en particulier quand on installe des hôtels à abeilles. Ce sont ces espèces-là qui nidifient. On va aussi avoir les mégachilles qu'on appelle abeilles coupeuses. On peut voir qu'elles perforent les
les feuilles de certaines espèces de plantes pour aller tapisser un petit peu les sites de nidification, toujours dans ces tiges creuses. Diapo suivante. Donc, je disais 157 espèces. Notre recensement était loin d'être exhaustif, hein, ce n'était pas l'objectif de l'étude. L'idée, c'était plutôt de comparer des sites, et je vous en parlerai après, puisqu'on n'a pas été spécifiquement dans des endroits particulièrement riches pour aller rechercher des espèces, mais bon, 157 espèces quand même d'abeilles. En France, on sait qu'il y a à peu près 1000 espèces différentes d'abeilles. Donc avec d'autres espèces dont je n'ai pas parlé, comme la très grosse abeille charpentière. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et quand on parle d'insectes pollinisateurs, on pense en premier lieu à l'abeille domestique, on élargit ensuite aux abeilles au sens large, mais il ne faut pas oublier les diptères, comme les cirfles. Donc vous avez la photo au milieu, en haut, les cirfles, les éristales, qui font partie de la famille des mouches, qui pollinisent aussi un grand nombre d'espèces. On va retrouver aussi les papillons, certains types de coléoptères aussi qui participent à la pollinisation de nombreuses plantes. Donc, quand je parle de pollinisation, c'est en fait le fait que l'insecte, en venant sur les fleurs butinées du nectar et du pollen, indirectement se charge de pollen et donc participe au transport de ce pollen de fleur à fleur, ce qui est nécessaire pour la reproduction de nombreuses plantes. Alors, par rapport aux questions de déclin et de menaces sur les insectes pollinisateurs, le New York Times, en 2018, titrait un article « L'apocalypse des insectes est là ». Et en fait, il faisait référence, diapo suivante, il faisait référence à un article scientifique qui est paru en 2017 et qui démontrait qu'on avait assisté à un déclin de près de 80% de la biomasse des insectes en 30 ans en Allemagne. Donc, en 30 ans, on a perdu 80% de la biomasse. Et en plus, ces échantillonnages avaient eu lieu dans des réserves naturelles. Donc, ça a alerté pas mal les scientifiques et les citoyens. Et ce chiffre a malheureusement été retrouvé plus récemment, en 2019. On retrouve à peu près le même ordre de grandeur en termes de biomasse et à peu près une perte de 30% de la diversité quand on considère les insectes. Alors, les causes du déclin de ces insectes, en fait, ça va être la même chose, et des insectes pollinisateurs, hein, ça va être les causes principales de la biodiversité, à savoir en premier lieu la perte et la dégradation des habitats naturels. Ça, principalement en lien avec l'urbanisation et l'agriculture. Par rapport aux insectes et aux pollinisateurs, se pose évidemment la question, en plus, de l'intensification des pratiques agricoles avec l'utilisation des pesticides, insecticides et herbicides qui vont avoir un impact, les deux, sur les pollinisateurs. Et puis après viennent des questions de parasites, de pathogènes, d'espèces introduites, de changements climatiques qui apparaissent un peu en deuxième cause, on va dire, par rapport à celle dont je viens de citer. Alors, on s'est justement intéressé à ces causes du déclin sur les pollinisateurs en région centre à travers cette étude. J'ai ici, vous reconnaissez sûrement la Loire, qui traverse donc la métropole d'Orléans. On est en fait sur Orléans, sur la métropole d'Orléans, on a échantillonné 11 sites de Boue à Sainty. Et sur chacun de ces sites, on les a caractérisés en termes d'urbanisation. Alors ça, à travers un travail de cartographie qui permet de savoir autour de chaque site le pourcentage de surface qu'on appelle imperméable, qui permet de caractériser ce degré d'urbanisation. Et donc, évidemment, on va avoir les sites les plus urbains au cœur du centre-ville, et puis plus on s'éloigne de ce gradient, plus on va retrouver des sites plus ruraux, moins urbanisés. Et donc, on a fait ça pour les sites d'Orléans, pour Blois et Tours. Et donc, quand on regarde le nombre d'espèces, comment varie le nombre d'espèces en fonction de ce degré d'urbanisation, donc du pourcentage de surface imperméable autour de ces sites, on voit exactement le même pattern dans nos trois villes, à Orléans, Tours et Blois. On voit une claire diminution de la diversité, donc du nombre d'espèces d'abeilles recensées. On retrouve les chiffres, en fait, à savoir près de 30% de pertes en termes de pertes d'espèces, alors qu'on est à des sites qui sont à moins de 10 km l'un de l'autre. Voilà. Alors, on travaille aussi, du coup, par rapport aux questions de pollinisateurs en ville,
sur la question des types de flore et de leur intérêt pour les insectes pollinisateurs. En particulier, on a eu une étude qui visait à comparer la flore spontanée à la flore plus ornementale, constituée d'espèces plus ou moins exotiques et surtout sélectionnées par l'homme pour leur ornementalité. Et donc, on a fait des comparaisons en termes de production de nectar, production de pollen, nombre de visites de pollinateurs. Et donc, sans trop de surprise, on observe que la flore ornementale est bénéfique en termes de quantité de ressources et en termes de nombre de visites réalisées par les insectes. Voilà. Alors, pourquoi on s'intéresse à ce déclin et quelles conséquences ça va avoir? Alors, la première raison, elle est très anthropocentrée, c'est-à-dire que ce déclin des insectes pollinisateurs, il est important parce qu'il va avoir un impact sur l'agriculture. On sait que 75% des cultures dédiées à l'alimentation humaine dépendent en partie des insectes pollinisateurs pour leur production, que ce soit en termes de production de fruits, de graines. Donc avec les images à droite de l'écran, où vous voyez les cucurbitacées, les poires, les pommes, kiwis, beaucoup de fruits rouges, beaucoup d'épices. On va aussi avoir des graines oléagineux comme le tournesol, le colza. Toutes ces cultures dépendent des insectes pollinisateurs pour la production de fruits ou de graines. Il a d'ailleurs été mis en évidence des relations entre la diversité, donc le nombre d'espèces d'insectes qu'on retrouvait dans des parcelles, et la production, le rendement direct de ces cultures. Donc voilà, on a ici une illustration parfaite de ce qu'est le service écosystémique, ici de pollinisation, donc un service rendu par la nature aux activités humaines. Et puis, plus largement, finalement, ces insectes pollinisateurs sont le garant de la biodiversité végétale et donc du fonctionnement des écosystèmes de façon plus générale, puisque 80% des plantes à fleurs dépendent des pollinisateurs pour leur reproduction. Donc voilà, là, il y a une vraie question en ce moment scientifique sur savoir est-ce que, voilà, on constate ce déclin des insectes pollinisateurs. Est-ce qu'il se traduit sur un déclin des plantes qui sont liées à ces pollinisateurs? Donc voilà, il commence à y avoir des données là-dessus, mais c'est des thématiques actuelles de recherche là-dessus. Et puis voilà, donc j'en finis voilà, sur ces conséquences. Et puis je suis aussi disponible pour répondre aux questions à la fin des interventions. Merci. On va passer la parole à Aurélien Salé, du coup, et le temps de pouvoir mettre sa présentation. Voilà. Ok, donc bonsoir à tous. Moi, je suis, comme Mathilde, maître de conférence à l'Université d'Orléans. Donc, je travaille dans la même équipe de recherche, une équipe qui travaille sur les insectes et l'écologie en général. Et donc, moi, je travaille plus spécifiquement sur les insectes forestiers, donc sur différents volets de l'entomologie forestière, à la fois sur des problématiques de ravageurs forestiers, de déclin forestier, et puis aussi sur des questions de biodiversité forestière. Donc, la dernière présentation sera relativement rapide. Je vais, moi, vous parler donc de biodiversité des insectes forestiers, avec la question de savoir s'il s'agit d'un patrimoine en péril. Donc, la suivante. Donc, la biodiversité forestière, c'est quoi? Concrètement, si vous avez une forêt qui est assez large, qui fait plusieurs milliers d'hectares, dans une forêt de plusieurs milliers d'hectares, vous pouvez compter à peu près 10 000 espèces différentes. Ces espèces, c'est principalement de la faune. En fait, dans une forêt, vous avez en termes de biomasse essentiellement du végétal, mais en termes de diversité, essentiellement de l'animal. Et dans cette faune, en fait, vous avez essentiellement ce qu'on va appeler généralement des arthropodes, c'est-à-dire des insectes, des acariens, des araignées. Le tableau que vous avez en dessous vous présente le nombre d'espèces de différents groupes en France métropolitaine. La colonne du milieu en jaune, ça vous indique le pourcentage de ces espèces qui peuvent être considérées comme forestières au sens large, c'est-à-dire des espèces qu'on va retrouver dans les milieux forestiers, mais pas forcément uniquement dans les milieux forestiers. Et vous voyez que pour la plupart des groupes, on a un quart à un tiers des espèces qui peut être considérées comme forestiers au sens large. Et la dernière colonne, la colonne grisée, vous indique les espèces qui sont forestières au sens strict, donc des espèces qu'on ne trouvera qu'en forêt,
Et là, ça dépend des groupes, mais vous voyez que pour certains groupes, par exemple les oiseaux, vous avez un oiseau sur 5 en France qui est un oiseau forestier, une espèce forestière. Vous avez plus du quart des mousses qu'on peut trouver en France qui sont des espèces forestières. Et pour les insectes, bon, on ne sait pas trop parce que c'est toujours un peu compliqué. Mais donc en résumé, on peut dire que les forêts, elles apportent une contribution qui est importante en termes de nombre d'espèces et originale dans le sens où il y a des espèces qui ne trouvent que en forêt. Alors, la biodiversité forestière pour les citoyens de la métropole d'Orléans, qu'est-ce que ça signifie? Si on regarde une carte de la région, la métropole, elle est coincée, elle est prise en sandwich entre deux gros ensembles forestiers. Au sud, vous avez la Sologne, donc un très vaste ensemble forestier, et au-dessus, vous avez la forêt domaniale d'Orléans, qui est la plus grande domaniale de France. En termes de recherche académique aussi, vous êtes au niveau de la métropole plutôt bien pourvu, puisque donc, vous avez l'Université d'Orléans qui travaille sur des questions d'entomologie forestière, mais vous avez aussi l'INRAE à Ardon avec l'équipe de recherche de zoologie forestière qui travaille sur les insectes forestiers. Et vous avez à Nogent-sur-Vernisson une troisième équipe de l'INRAE qui travaille aussi sur des questions de forêt, de biodiversité forestière. Suivant. Et donc, ces organismes de recherche sont actuellement impliqués dans un projet qui s'appelle le projet Canopée, qui est un projet financé par la région Centre-Val de Loire. C'est un projet qui fait intervenir l'Université d'Orléans, l'Université de Tours, l'INRAE, et aussi des partenaires associatifs comme CERCOP, Indre Nature, l'entomologie Tourangelle, ainsi que le MOB, le Muséum d'Orléans, qui contribue au travail. Et la question en fait, générale de l'étude, c'est de savoir comment les dépérissements forestiers, donc comment la perte de vigueur des forêts, peut affecter la biodiversité des insectes qui est présente dans les canopées de chênes. Suivante. Alors, donc, comme son nom l'indique et comme la question l'a indiqué, on travaille dans les canopées de chênes. Donc, on est amené à positionner des pièges dans la canopée. Alors, pourquoi la canopée? Parce que la canopée, c'est, on va dire, un compartiment de la forêt qui va très rapidement être modifié par les dépérissements. Et puis, en termes de biodiversité, la canopée, c'est un des deux compartiments qui est le plus riche en biodiversité dans une forêt. En gros, quand vous êtes dans une forêt tempérée, la biodiversité, vous marchez dessus. Elle est sous vos pieds, dans les sols, comme l'a présenté Marine dans sa présentation. Et vous avez aussi une partie de la biodiversité qui va se trouver au-dessus de vous, donc au niveau du feuillage des arbres. Donc, dans le cadre de ce projet, on échantillonne dans différentes forêts de la région centre. On échantillonne dans la forêt domaniale d'Orléans. Et donc, on a 3 sites, finalement, qui sont situés sur Chanteau, donc sur le territoire de la métropole. Et donc, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a trouvé dans ces 3 sites, plus précisément. Alors, pour le moment, donc, sur ce qu'on a échantillonné, on a pu identifier plus de 300 espèces d'insectes sur les sites de Chanteau. Je dis pour le moment parce que l'identification, ça prend du temps, parce qu'on n'est pas toujours expert dans toutes les espèces d'insectes. C'est très compliqué, les insectes, c'est très diversifié et on n'a pas forcément des experts dans tous les groupes possibles et imaginables. Donc, ça prend un peu de temps, l'identification. Suivant. Et parmi ces espèces, donc, on a quand même déjà pu identifier plusieurs espèces qui sont considérées comme peu courantes, voire rares et patrimoniales. Donc des espèces relativement exceptionnelles qui peuvent être retrouvées finalement juste au-dessus de la métropole. Donc ça constitue une vraie richesse en termes de biodiversité, une vraie richesse locale. Suivant. Et parmi ces espèces, on a pu trouver aussi des espèces qui, par exemple, n'avaient jamais été décrites dans le Loiret. Donc des espèces qu'on n'avait jamais observées ou mentionnées dans le Loiret. Donc on a trouvé plusieurs dizaines d'espèces dans ce cas-là. On a même trouvé des espèces qui n'avaient jamais été décrites en France continentale. Donc, par exemple, la tipule que vous avez, qui est représentée à gauche, qui s'appelle Elius calliensis, pour être précis. Elle s'appelle calliensis parce qu'en fait, elle a été décrite à Calvi. C'est une espèce qu'on ne connaissait en France que de Corse. Et si on regarde les données d'inventaire, on ne la connaissait que du pourtour méditerranéen. Et pourtant, on l'a trouvé dans la parcelle qui est au milieu, là, qui se situe juste à côté de l'hôpital psychiatrique, donc vraiment sur le territoire de la métropole. Ce qui vous illustre en fait que le fait que même en France, finalement, et même au sein de la métropole, on ne connaît pas toujours en détail la biodiversité qui est présente. Il y a toujours un intérêt à faire des inventaires, à la fois parce que les insectes, c'est très diversifié. Il y a des groupes qui sont très peu connus. Donc, par exemple, la mouche que je vous décris là, il n'y a pas grand spécialiste en France de ce genre d'insectes. Et puis, il y a aussi des milieux qui sont forcément pas toujours très, très prospectés. La canopée en fait partie. La canopée, c'est pas facile d'accès,
Donc, on a relativement peu de données dans ces milieux-là. Ensuite, au niveau de cette biodiversité, on retrouve aussi pas mal d'espèces méditerranéennes, donc des espèces méditerranéennes qui remontent. Là, vous avez le cas de 4 espèces qu'on a retrouvées. Si on regarde les cartographies, elles sont plutôt connues du sud-est de la France. Et ça, finalement, c'est un cas qui devient assez classique dans les inventaires de faune, en tout cas d'insectes. On trouve de plus en plus d'espèces méditerranéennes qui profitent du réchauffement climatique. Donc, vous n'avez pas encore, si vous voulez, une forêt méditerranéenne dans la métropole, mais vous avez déjà une faune qui commence à l'être. Et on trouve même, en fait, dans les relevés, des espèces qui viennent de beaucoup plus loin, donc des voyageurs exotiques, voire des espèces qui peuvent être considérées comme invasifs. Là, dans les relevés, on a trouvé pas mal de ces 2 insectes, le Cyclorhipidion bodoanum et le Dilosandrus germanus, qui sont 2 espèces qui sont originaires d'Asie. Dilosandrus germanus, en dépit de son nom, il vient du Japon. Et ces 2 espèces qui peuvent être problématiques parce que c'est des espèces qui vont creuser le bois et qui peuvent affecter, par exemple, la qualité des bois lorsqu'on veut les vendre. Ce n'est pas des insectes qui vont forcément tuer des arbres en bonne santé, ils vont plutôt coloniser des arbres un peu affaiblis, mais par contre, ils vont faire des dégâts qui vont faire que le bois peut ne valoir, par exemple, que 10% de sa valeur d'origine. Suivant. Alors, comme l'a indiqué Marine, cette biodiversité, elle assure des services écosystémiques fondamentaux. Donc, si je prends l'exemple de la forêt, vous avez des espèces en forêt, par exemple, le gros carabe que vous avez ici, qui va dévorer les chenilles processionnaires. Et là, on comprend tout de suite l'intérêt, surtout si on a été exposé à des brûlures de processionnaires. Et puis, vous avez des services qui sont spécifiques à la forêt, notamment, vous avez beaucoup d'insectes qui vont contribuer à la dégradation du bois mort. Là, vous avez l'exemple de la larve du Lucan cerf-volant. À droite, vous avez des galeries de grands capricornes. Ces espèces contribuent à dégrader le bois pour remettre en circulation les éléments et assurent une certaine durabilité au niveau de la forêt. Alors, les milieux forestiers ne font pas exception au problème de déclin de la biodiversité ou plus spécifiquement du déclin des insectes. Là, vous avez à gauche l'exemple d'un travail qui a été mené en Allemagne sur une dizaine d'années et qui montre, même sans être expert en statistique, on voit que les pentes sont plutôt vers la décroissance. Que ce soit dans les prairies ou dans les milieux forestiers, il y a une diminution de la richesse spécifique, il y a moins d'espèces, on voit que ça diminue. Et le tableau à droite vous indique le pourcentage d'espèces associées au bois mort qui sont menacées dans différents pays. Et vous voyez qu'en France, on a plus du tiers des espèces qui sont dans des situations plus ou moins problématiques. Suivant. Alors dans les milieux forestiers, qu'est-ce qui peut expliquer ce déclin finalement? Une cause principale, et c'est une cause dont a parlé Mathilde, c'est la raréfaction des habitats, la disparition de certains habitats. Et notamment en milieu forestier, il y a des habitats qui sont plutôt associés à des bois un peu dégradés, comme des différentes formes de bois morts, des écoulements de sève, des cavités dans les troncs, des champignons opportunistes. Ça, ce sont des espèces de micro-milieux, de micro-habitats dont tirent profit plusieurs espèces d'insectes et qui, dans les forêts normalement gérées et optimisées pour la production, ont tendance à se raréfier. Alors, il existe des mesures environnementales pour maintenir ce type d'habitat en maintenant ce qu'on appelle des arbres habitats. Et vous avez toujours un compromis qui est entre la production et puis la conservation d'espèces relativement rares. Suivant. Et puis, il y a un autre problème qui se pose actuellement, c'est l'altération des forêts avec les changements climatiques. Donc, vous avez pu observer qu'il y a eu plusieurs événements de sécheresse ces dernières années. Et ces sécheresses répétées, ça peut entraîner ce qu'on appelle des dépérissements forestiers, c'est-à-dire des pertes de vigueur progressives des arbres. Alors, la domaniale d'Orléans n'est pas spécialement dépérissante, mais si vous voulez voir une forêt dépérissante, vous allez à Vierzon, et vous verrez qu'il y a plusieurs parcelles où les chênes ont une tête peu engageante. Notamment, alors, ce que peut faire un dépérissement, qui intéresse le projet canopé dont je vous ai parlé, c'est que ça va modifier les forêts, notamment les canopées. Là, vous avez différentes photos qui vous montrent un arbre parfaitement sain à gauche et un arbre plutôt dépérissant sur la droite. Donc, plus ça dépérit, en gros, et moins vous avez de feuilles, plus vous avez de bois mort au niveau des canopées. Donc ça peut altérer déjà les ressources des insectes qui dépendent, par exemple, du feuillage. Suivant. Et puis, cette modification de la canopée, ça peut aussi affecter d'autres choses, notamment les microclimats forestiers.
Donc, dans le cadre du projet Canopée, on a un collègue de l'Université de Tours qui a placé des capteurs thermiques à différentes hauteurs, hein, ce qui est encerclé en rouge dans la photo à gauche. Donc, des capteurs qui vont du sommet de la canopée jusque dans le sol. Alors, le graphique à droite, il vous présente les températures qui ont été relevées en 2019, juillet 2019. Là, c'est au moment où il y a eu le pic de chaleur. Les captures, les collectes de température ont été faites soit dans des contextes où il n'y avait pas de dépérissement, donc des arbres sains, c'est les points qui ont, enfin, c'est les points, c'est les carrés, soit dans des milieux avec des arbres dépérissants, là c'est plutôt les triangles. Et si vous regardez, donc en bas vous avez la température, à gauche vous avez la hauteur, tout en haut on vous indique la température au niveau du sommet de la canopée. Donc, au niveau du sommet de la canopée, là où le jour où il a fait particulièrement chaud, on était aux alentours de 45 à 47 degrés. Il faisait une bonne chaleur. Un petit peu plus bas dans la canopée, on voit que lorsque la forêt est dépérissante et lorsque le feuillage est moins dense, on a une augmentation de 2 à 4 degrés au sein de la canopée. C'est-à-dire qu'il fait 2 à 4 degrés plus chaud dans la canopée lorsque le feuillage commence à être moins dense. Et les différences les plus spectaculaires, elles sont en bas au niveau du sol, où là, on a eu des écarts de température qui étaient de l'ordre de 20 à 25 degrés, voire 30 degrés dans les sols de parcelles bien portantes, alors que dans les parcelles dépérissantes, on était plutôt aux alentours de 40 degrés. Donc ça vous fait une différence en termes de tampon thermique qui est de l'ordre de 10 à 20 degrés. Alors pour vous, ça fait chaud, mais pour un insecte qui ne régule pas sa température, c'est la différence un petit peu entre la vie et la mort. Quand il fait très très chaud, là, tout claque. Suivant. Donc, pour revenir à ma question de départ, est-ce que la biodiversité des insectes forestiers, c'est un patrimoine? Oui, vous l'avez vu qu'on trouve, même sur le territoire de la métropole, donc juste à côté de milieux urbains, des espèces rares, des espèces patrimoniales et des espèces d'intérêt. Vous avez vu que c'était donc un compartiment de biodiversité qui était menacé. Et donc, c'est toujours intéressant de continuer à le surveiller, de le suivre et d'essayer de le préserver. On peut le faire par des mesures de gestion, mais les problématiques de réchauffement climatique, ça appelle un peu plus que des mesures de gestion à l'échelle de la parcelle. Voilà, j'en ai terminé. Merci pour cette intervention. Du coup, on va passer aux questions et on va vous envoyer via le système de discussion un petit lien pour pouvoir poser vos questions en ligne pour que les intervenants puissent vous répondre. Donc, c'est le moment de réfléchir un peu à vos questions. Alors, vous avez le lien vous a été envoyé. Donc, normalement, vous devriez le voir dans le panneau discussion. Si vous ne connaissez pas le panneau discussion sur Zoom, c'est le panneau qui est en bas. Donc, vous avez une petite barre en bas de votre Zoom où il y a écrit discussion. Vous cliquez dessus et vous avez un lien qui vous envoie directement vers le système qui vous permet d'écrire vos questions. Alors, on va vous laisser quelques minutes quand même pour pouvoir écrire vos questions parce que ça prend un peu plus de temps à l'écrit. Mais comme vous êtes nombreux, voilà, ça permet de poser un peu plus de questions. D'accord, mais on peut pas écrire.
Pourquoi j'ai plus le... Qu'est-ce que c'est que ça? On n'a pas beaucoup de questions, mais n'hésitez Moi, pas. j'ai pas trouvé là. N'hésitez pas. Mais moi, j'arrive pas à écrire, alors de toute façon. Bonjour. Alors attendez, on va prendre au fur et à mesure. Donc Roland Granger, je vais revenir vers vous. On va prendre les premières questions qui sont arrivées sur le tableau. Donc on a une première question. Alors, qui est projet de la métropole pour réguler la densité des ruches pour la concurrence entre pollinisateurs. Donc là, j'imagine que c'est Capucine Fedrigo qui va peut-être pouvoir répondre à cette question. Oui, merci pour cette question. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une réponse, mais justement, c'est le but de ces assises de la transition écologique, c'est d'abord de fédérer de la connaissance, de la réflexion, pour pouvoir ensuite arriver à un programme pratico-pratique qu'on va pouvoir mettre en place sur le mandat. Donc, je ne peux pas vous répondre sur le programme à mettre en place pour l'instant, puisque justement, le but de ces assises, c'est de générer la réflexion avant avant qu'on puisse concocter ce programme et qu'on puisse le mettre en œuvre. Merci. On va prendre une autre question donc, qui est dédiée à Mathilde Baude. Donc, je viens de lire dans Géo un article comme quoi d'amplifier les abeilles domestiques mettait en péril les autres espèces. Alors oui, effectivement, ça fait écho à la question précédente. Pour recontextualiser un tout petit peu, en fait, on a souvent, pour parler des insectes pollinisateurs, utilisé l'abeille domestique comme emblème en fait, de la biodiversité, emblème des insectes pollinisateurs. Or, il s'avère qu'il commence à y avoir des études qui montrent que des densités d'abeilles à trop forte, la présence d'abeilles à trop forte densité, avec des ruchers très importants, pourrait nuire en fait à la diversité des abeilles sauvages par des effets, on pense, de compétition pour l'alimentation, pour l'accès aux ressources en nectar et pollen. On pense aussi que ça peut-être passer aussi par le transfert de parasites et de pathogènes entre cette espèce domestiquée et des espèces sauvages. Donc, il y a eu des études qui ont montré qu'en région parisienne, il y avait des tendances des chiffres qui allaient plutôt dans cette tendance de la compétition. Il y a eu des études aussi dans des réserves naturelles dans le sud de la France, vers Marseille, et puis un autre endroit que j'ai perdu, mais peu importe, qui montrent vraiment qu'il y a un effet négatif de très haute densité d'abeilles domestiques sur les abeilles sauvages. En fait, ce qu'on pense qui se passe, c'est que les habitats agricoles sont devenus tellement peu accueillants pour la diversité et même pour l'apiculture, que les apiculteurs reconcentrent finalement des fois reconcentrent leurs activités sur d'autres environnements que les paysages agricoles. Donc typiquement, il commence à y avoir des problèmes dans des réserves naturelles, et en ville, la question se pose aussi. Voilà. Après, je pense qu'il y a aussi, il y a apiculture et apiculture, dans le sens où les études, alors à part Paris, où là c'est plus diffus, mais les études dans le centre de la France, c'est avec des ruchers quand même avec des densités importantes. Donc effectivement, on est en train de, je sais qu'il y a des villes et des parcs, des réserves naturelles qui prennent des engagements par rapport à la limitation du nombre de ruches par hectare, par exemple, ou à la distance entre deux ruches pour limiter ces effets négatifs. Du coup, j'imagine que la question suivante, l'affirmation suivante qui était « j'avais cru comprendre que l'on retrouvait plus d'abeilles en ville qu'en milieu rural à cause des cultures avec pesticides, dont les betteraves », c'est assez complémentaire, du coup. Oui, alors alors nous, c'est pas ce qu'on retrouve. Quand on regarde la diversité des abeilles, on retrouve on retrouve moins d'espèces en ville que
qu'en milieu rural. Il y a, pour ce qui est de l'abeille domestique, effectivement, voilà, ça, il se peut qu'elle se porte plutôt bien en ville, de par la diversité des ressources et l'absence de pesticides qu'on va avoir en centre-ville. Mais pour les abeilles sauvages, la question est un petit peu différente parce que les abeilles sauvages ont besoin quand même de sites de nidification. Et donc, ça peut expliquer le fait qu'elles sont plus affectées par l'urbanisation. On va continuer sur les insectes. Du coup, il y a un petit remerciement. Merci pour toutes ces présentations très claires et intéressantes. Est-ce que tous les insectes migrent vers le nord? Retrouvons-nous des espèces spécifiques au Val-de-Loire dans le sud de l'Angleterre? Qui veut répondre à ça? Ouais. Moi, je veux bien répondre. Déjà, des espèces spécifiques au Val-de-Loire, je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup. En fait, parce qu'on est quand même au milieu, donc on n'a pas vraiment de milieu extrêmement particulier. Après, est-ce que toutes les espèces remontent vers le nord? Ben, ça dépend en fait déjà des habitats qu'elles ont à disposition. Là, je vous ai présenté des espèces qui remontaient vers le nord parce que c'était des espèces associées aux chênes et aux chênes en général. Donc les espèces qui sont dans le milieu méditerranéen, sur des chênes méditerranéens, le fait de passer sur des chênes pédonculés, des chênes sessiles, ça leur pose pas trop de problèmes. Et donc, pour elles, globalement, elles ont un boulevard pour remonter, ça pose pas de souci. Par contre, vous avez beaucoup d'espèces d'insectes qui mangent des plantes, qui sont associées à une espèce de plante particulière. Et les plantes remontent beaucoup moins vite que les insectes. Donc, vous avez des plantes qui peuvent, enfin des insectes qui sont un peu plus bloqués dans le sud et qui, par exemple, doivent attendre que leur plante hôte monte aussi vers le nord pour pouvoir migrer avec elles. Après, les problèmes de remontée d'espèces vers le nord, ça concerne beaucoup de pays. En Angleterre, ils ont les mêmes observations avec des espèces du sud de l'Angleterre qui progressent vers l'Écosse assez classiquement. Je n'ai pas d'exemple d'une espèce centre Val-de-Loire qui soit partie en Angleterre. Une autre question. Bonjour. Est-ce que les fleurs ornementales et les autres plantations urbaines ne dévient pas les insectes de leur habitat premier sauvage vers d'autres zones, ce qui désertifierait ou déplacerait la zone naturelle d'habitat vers l'urbain et donc moins de pollinisation des fleurs sauvages? Donc ça, c'est... Je vais essayer de répondre à cette question qui n'est pas simple. Il n'y a pas de réponse très simple, en tout cas de ce que je connais par rapport à ça. En fait, déjà, nous, les fleurs, les suivis, les données qu'on a analysées par rapport à cette question de fleurs sauvages et fleurs ornementales montraient que les fleurs ornementales étaient en fait très peu visitées, très peu attractives et produisaient peu de pollen. On pense que souvent, la sélection d'espèces ornementales, l'ornementalité, le fait d'avoir une double corolle, etc., des couleurs très vives, se fait au détriment de pièces fertiles qui produisent le nectar et le pollen. Donc ça, c'est un premier point. Après, d'un point de vue plus général et écologique, cet effet d'une espèce un peu particulière sur l'impact d'une espèce, par exemple, exotique, sur la pollinisation d'espèces natives, on a des exemples dans la littérature dans les deux sens, à savoir qu'on peut avoir ce qu'on appelle soit de la facilitation, c'est-à-dire une espèce peut attirer une espèce nouvelle peut attirer beaucoup de pollinisateurs et finalement, ça bénéficie à tout le monde. Ou à l'inverse, effectivement, une espèce de concentration de visites sur cette espèce au détriment de la pollinisation des fleurs sauvages. Et en fait, cette question, elle se pose aussi beaucoup pour les cultures agricoles, le colza, le tournesol, qui fleurissent vraiment massivement. Voilà, et ça, c'est une question qui est étudiée et où il n'y a pas de réponse très, très claire qui est étudiée dans ce cadre-là. Mais oui, en tout cas, c'est possible, ça peut avoir un impact sur la fleur sauvage. Merci. Autre question, donc quelles espèces forestières doit-on maintenant planter pour supporter ces températures estivales? Et il y avait quelles espèces d'arbres peut-on planter en prévision du réchauffement climatique? Deuxième, la réponse au séminaire de jeudi. Donc on me dit la réponse sur la deuxième question au webinaire de jeudi. Oui, effectivement, il y a un webinaire biodiversité et arbres jeudi soir qui est à 18h également. Donc vous aurez toutes les informations là-dessus.
Une autre, peut-être une ou deux dernières questions. Sur Comment l'implication des citoyens, si on peut répondre. voilà, comment les habitants de la métropole vont être impliqués dans la réflexion et les actions dans ces assises? Voilà. Donc j'imagine que c'est Madame Fedrigo, peut-être. Oui, alors merci pour cette question. Alors déjà, en fait, vous y contribuez déjà en participant à ce webinaire et par vos interrogations, puisque vos interrogations nourrissent la réflexion. Et voilà, la contribution des habitants et leur participation, voilà, ils sont fortement invités à participer à tous les ateliers qu'on organise au cours de ces assises de la transition écologique. Il va y avoir tout un parcours à partir d'aujourd'hui jusqu'à avril. Donc, les habitants peuvent tout à fait s'y inscrire pour participer. Alors, il y aura des webinaires comme aujourd'hui. On essaye, alors on verra aussi en fonction de la crise sanitaire, malheureusement, mais si possible, organiser des visites sur site ou des ateliers dès qu'il nous sera possible sous forme de conférence. Donc, dans ces conditions-là, voilà, on espère la plus grande participation possible des habitants. Merci Madame Fedrigo. Du coup, on va clore le webinaire. Alors, c'est vrai que le temps de questions-réponses est un peu plus court que prévu, puisque avec nos problématiques techniques, voilà. Vous aurez effectivement des réponses sur certaines thématiques dans d'autres webinaires. Et puis, on m'indique aussi que les questions que vous avez posées sur l'espace, le tableau, vous pourrez avoir des réponses par mail, puisqu'il vous sera envoyé un mail pour répondre à ces questions. Voilà. Je laisse peut-être la parole à Madame Fedrigo pour terminer. Écoutez, je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. Je remercie les intervenants qui ont pris la parole et qui nous ont beaucoup apporté en termes de connaissances sur le vivant, sur les insectes, sur la biodiversité. Voilà, à partir de ces connaissances et du coup, du diagnostic qui a été fait sur les enjeux, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est comment arriver à ralentir le processus d'érosion et puis essayer de trouver un équilibre pour notre bien-être dans notre ville et dans notre métropole. Donc voilà, je pense qu'on a mis l'accent sur les définitions, sur les enjeux et voilà, je vous remercie pour toutes ces contributions et aussi pour vos questions, vous qui avez suivi le webinaire derrière votre écran. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je ne sais pas, je vois le signe, il y a un monsieur qui... ouais. Il y a un monsieur qui lève la main derrière son écran. Ouais. Désolé, on vous a excusez-moi, je n'ai pas eu le temps de poser des questions. Et puis, de toute façon, ce n'est pas des questions. Premièrement, je remercie les intervenants. Deuxièmement, je me présente Roland Granger, retraité, membre bénévole de Loiret Nature Environnement. Mais je n'interviens pas au nom de mon association. Hein. Simplement, ce que je voulais dire, c'est témoigner du fait que, effectivement, faut bien insister sur la variété, parce que moi, souvent, je suis ornithologue, je vais sur la Loire, et les gens me disent, ah, il y a beaucoup d'oiseaux. Ben, je dis non, il n'y en a qu'une espèce. Et effectivement, il y a une confusion entre le nombre et la variété d'espèces. Faut bien s'entendre là-dessus. Et puis, témoigner aussi, monsieur a présenté les insectes forestiers, et notamment, il a présenté quelque chose qui disparaissait, les clites. Eh bien, moi, j'en avais dans mon jardin il y a 5 ans. J'en ai plus. Les cirfes que vous avez présentés aussi, j'en avais dans mon jardin, j'en ai plus. Les oiseaux, c'est pareil, ça baisse énormément. Cette année, dans mes mangeoires, j'ai des chardonnerets et tout ça, et c'est tout. Alors, d'un autre côté, je voudrais faire une proposition qui pourrait être discutée pour la métropole. Je pense que si on veut retrouver de la biodiversité sur la métropole,
il faut créer par quartier ou pas par ville, mais plutôt par quartier, oui, effectivement, de distance les distances il faut créer des havres de biodiversité, c'est-à-dire, par exemple, on plante, eh bien, pas ce qu'on trouve les 3/4 du temps, encore qu'Orléans a fait un effort, mais ronces, si on parle d'arbustes, ronces, épines noires, fusains, et puis différentes plantes mellifères pour que les insectes reviennent. Parce qu'il faut bien penser, par exemple, nous. Alors, je vais juste vous arrêter 2 secondes. Je vais vous arrêter 2 secondes. Juste sur tout ce qui va être proposition, c'est hyper intéressant ce que vous dites. Mais du coup, pour que ce soit pris en compte, parce que là, effectivement, au sein du webinaire, je vous l'écris. On ne collecte pas forcément les propositions. C'est dommage d'ailleurs, mais il y aura en fait sur une autre partie des assises, toute une partie sur les contributions, il me semble, avec un espace, une plateforme. Voilà. Si je ne me trompe pas, vous pourrez mettre des contributions là-dessus. Et c'est un espace où vous pourrez agir. Voilà, donc, entendu. Eh bien, bonne soirée. Et voilà. Merci bien pour les interventions. Merci à vous pour votre intervention et bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée.